Les autorités en charge de l'éducation béninoise et l'ambassade du Ghana au Bénin ont conjointement lancé ce jeudi 4 août 2022 la 3e édition de la foire éducative. Le point de la cérémonie est à suivre dans ce journal. Vous suivrez également dans cette édition le point de l'étape de la liste électorale informatisée LEI par l'Agence nationale d'identification des personnes ANI pour représentants des partis politiques. Et en interactualité, après la tournée africaine du chef de la diplomatie américaine et le voyage de la directrice de l'Agence américaine d'aide au développement au Kenya et en Somalie, c'est au tour de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU de se rendre sur le continent africain cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h de ce jour. Point de l'étape de la liste électorale informatisée LEI par l'Agence nationale d'identification des personnes ANI pour représentants des partis politiques ce mercredi 3 août 2022. Cette séance, qui s'inscrit dans le cadre des élections législatives de 2023, s'est tenue à la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou. Romaric Doussa et Pierre Akapo pour le point. Mettre les acteurs politiques au même niveau d'information sur la confection de la liste électorale informatisée LEI, c'est l'idéal de cette rencontre entre le directeur des élections, les responsables des partis politiques et le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, qui rappelle à cette occasion que la LEI est un extrait du registre national des personnes physiques et donc des citoyens qui remplissent les conditions pour être électeurs. Quand on dit ça, dans le monde des informaticiens, c'est qui est au registre national, qui sont ceux qui sont au registre national des personnes physiques. Parmi eux, qui sont ceux qui remplissent les conditions pour être électeurs. Et pour énumérer ces conditions, on va dire conditions d'âge et conditions de dignité électorale. Conditions d'âge, il faut avoir 18 ans au jour du scrutin. Conditions de dignité électorale, il ne faut pas avoir été privé de son droit d'être électeur ou d'être éligible. Avec ces deux conditions, on peut se voir à la bonne adresse. Et si on n'est pas content de cette adresse, on le fait savoir dans les délais requis pour avoir sa bonne adresse. Déclaration de candidature pour le compte des législatives de 2023. Les pièces retenues pour le vote, ce sont entre autres préoccupations des acteurs politiques. Des précisions ont été également apportées. La déclaration de candidature qu'il faut déposer à la Sénat 50 jours avant la date de début de la campagne. Et à cette occasion, vous devriez, conformément à la loi, joindre un certain nombre de papiers qui concernent les candidats que vous alignez sur les listes de votre parti politique. C'est vrai que nous avons introduit dans la liste des pièces à fournir le certificat d'identification personnelle, CIP. Quant au vote, le jour de scrutin, avec quoi il faut voter, dans la loi, le terme qui est utilisé, c'est la pièce d'identification. Donc c'est une pièce sur laquelle on aura votre image, votre nom, prénom, qui soit conforme à ce qui est sur la base de données extraites du fichier national, qui est la liste électorale. C'est ce que la loi a prévu. L'Agence nationale d'identification des personnes, par la voix de son premier responsable Cyril Goubedi, rassure la population béninoise de l'évolution sans anicroche du processus d'actualisation de la liste électorale informatisée LEI. Il expose les étapes à venir. Nous allons poursuivre le travail. Étape à venir, nous allons le 19 août, donc le 19 de ce mois, éditer et imprimer la LEI, la liste électorale informatisée provisoire. On démarre du 19 jusqu'au 2 septembre. Édition et impression de la liste provisoire. Affichage de la liste provisoire et collecte des réclamations dans la période du 8 septembre au 22 septembre. Prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre. Publication et affichage de la liste électorale informatisée 21 octobre au 4 novembre. Transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat le 7 novembre 2022.
Mais avant l'affichage de la liste électorale informatisée LEI en septembre prochain, chaque citoyen béninois est invité à vérifier ses données dans le registre national des personnes physiques sur le site officiel de l'ANIP. Une application est mise en place par l'agence à cet effet. Les autorités en charge de l'éducation béninoise et celles de l'ambassade du Ghana au Bénin ont conjointement lancé ce jeudi 4 août 2022 la 3e édition de la foire éducative. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'ambassade du Ghana près le Bénin et a connu la grande chancelière de l'ambassade du Ghana, Abena Koumi. Le reportage avec Romaric Doussa et Pierre Akakou. Séminaire de partage linguistique et académique. Ces étudiants béninois et leurs camarades ghanéens vont au cours de cet atelier apprendre des uns des autres de leur système éducatif. Cette 3e édition se veut toute particulière. Ce qui est organisé cette fois-ci, c'est une édition de maturité. Une édition de maturité où nous convions les apprenants béninois à beaucoup plus s'intéresser à ce qui se fait au Ghana. Donc la chef de chancellerie a, dans le même sens, voulu que le brassage, non seulement linguistique, mais culturel, soit renforcé et que le partenariat qui existe entre les deux pays en matière d'éducation soit beaucoup plus aussi promu. Pour les organisateurs, ce séminaire est également une marque de la promotion de l'unité africaine. Ce séminaire organisé va forcément à coup sûr donner un brassage entre tous les fils et les filles du continent africain à travers le Ghana et le Bénin. Donc on espère qu'il y ait des rapports réciproques entre les deux pays à travers la promotion linguistique et académique. Nous attendons à la fin de ce séminaire beaucoup de participants, sinon plus de 1000 participants à la fin de ce séminaire. Donc c'est un séminaire qui est ouvert à tout le public, à tout le monde, jeunes comme grandes personnes, pour venir se ressourcer et comprendre les opportunités qui existent. Les activités de ce séminaire vont s'étendre sur une période de 2 jours, et donc du 4 au 5 août 2022. Le gouvernement du Bénin honore la première des filles au baccalauréat session unique de juin 2022 en vue de l'encourager et lui exprimer les reconnaissances de la nation. Cette réception s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'excellence des filles en milieu scolaire, notamment celle des séries scientifiques. Elle a été reçue en présence de ses parents. Le reportage. C'est un jour de joie et parce que c'est vraiment le symbole du couronnement de tous les efforts que nous faisons donc au sein du gouvernement. Surtout, c'est le fruit des réformes qui sont engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. C'est également le fruit de tous les efforts de chaque acteur du système, en commençant par l'enseignant du plus petit collège jusqu'à l'équipe dirigeante au niveau du ministère. C'est également le fruit des efforts des parents. Madame la ministre, merci d'organiser cette séance qui montre aux autres apprenants que l'effort est toujours récompensé. Comme vous le savez, le gouvernement met l'excellence dans tous les domaines. Nous avons pu le constater même récemment pour notre fête nationale pour l'indépendance. Et nous sommes déjà à des niveaux vraiment très élevés et de voir que les efforts sont couronnés de succès, c'est ce qui motive cette séance aujourd'hui avec vous. Parce qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, nous parcourons les lycées pour nous échanger avec les jeunes filles, pour les sensibiliser, pour les maintenir dans le système éducatif, pour qu'elles aillent au bout de la formation, mais aussi pour qu'elles embrassent davantage toutes les filières scientifiques, techniques, pour que nous ayons davantage de filles. Et avec ce mérite-là, et vous avez ce mérite aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes 3 membres du gouvernement, nous représentons le gouvernement pour vous encourager. Il y aura un geste symbolique, mais ce n'est pas ça le plus important.
Le plus important, c'est vraiment le symbole que vous représentez aujourd'hui. L'exemple que vous donnez aux autres filles également, vos petites sœurs qui viennent et qui doivent avoir le sentiment que c'est possible, qui doivent avoir le sentiment qu'en allant vers des séries scientifiques, même les filles peuvent réussir autant que les garçons. C'est pour la première fois que l'examen de bac donne autant de moyenne 18. Avant, lorsqu'on entend les mentions très bien, nous sommes à 16 forts et on commence à percer les 17. Puis on rentre dans les 17 et là rapidement on est sorti même des 17, on est maintenant dans les 18. Je voudrais très sincèrement, à la suite de Madame la ministre et de Monsieur le ministre, vous féliciter. Ma chère fille, non, bravo. Et aux parents, bravo. Comme la ministre l'a dit, l'enfant est dans un environnement. Et ça commence par la maison, ça vient à l'école, c'est entretenu par l'école, et puis l'enfant même apporte du sien. Moi, je voudrais sincèrement vous dire félicitations. On a regardé le tout et c'est la preuve qu'aucune matière n'est à négliger. Et vous avez été vraiment... Et ce journal se poursuit avec les informations au plan international et on démarre avec le Rwanda qui soutiendrait bien les rebelles du M23, un groupe armé très actif dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'une des conclusions d'un rapport d'experts mandaté par l'ONU dévoilé aujourd'hui par l'AFP. Selon cette enquête transmise au Conseil de sécurité, l'armée rwandaise aurait bien été présente et serait bien intervenue sur le sol congolais ces derniers mois contre des mouvements armés, mais également en soutien d'autres armées comme le M23. L'armée rwandaise soutiendrait des rebelles à l'est de la RDC et serait même directement intervenue dans le pays, et ce depuis novembre 2021. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU transmis au Conseil de sécurité. Les experts à l'origine de cette enquête indiquent que Kigali a également fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, notamment pour s'emparer de villes et de zones stratégiques. C'est le cas par exemple de la ville de Bunagana dans le nord Kivu. Située à la frontière ougandaise, elle a été prise par le M23 après des affrontements mi-juin. Des images de drones fournies par la MONUSCO ainsi que des vidéos et des témoignages établissent la présence de l'armée rwandaise et du transfert de son équipement au M23 dans et autour de la ville la veille et le jour de l'attaque. Le M23 est un ancien groupe rebelle à dominante Tutsi qui a été vaincu en 2013 mais qui a repris les armes fin 2021. Il reproche à Kinshasa de ne pas avoir respecté un accord sur la démobilisation de ses combattants. Depuis plusieurs mois, Kinshasa accuse Kigali de soutenir ses rebelles, tandis que le Rwanda n'a cessé de démentir son implication, une situation qui a été source de tensions entre les deux pays. Je l'annonçais en titre, Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, va se rendre sur le continent africain cette semaine. Elle est attendue au Ghana, en Ouganda et au Cap-Vert. Les États-Unis assurent que ces visites sur le continent africain qui auraient été planifiées de longue date ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une compétition mondiale avec la Russie ou la Chine. Après la tournée africaine du chef de la diplomatie américaine et le voyage de la directrice de l'Agence américaine d'aide au développement au Kenya et en Somalie, c'est au tour de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU de se rendre sur le continent africain cette semaine. Linda Thomas-Greenfield est attendue au Ghana, en Ouganda et au Cap-Vert. Et les États-Unis l'assurent, ces visites sur le continent africain qui auraient été planifiées de longue date ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une compétition mondiale avec la Russie ou la Chine. Ces efforts diplomatiques surviennent alors que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a achevé sa visite sur le continent. Au cours de ses déplacements au Congo, en Éthiopie, en Égypte et en Ouganda, il a blâmé les sanctions occidentales pour la flambée des prix des denrées alimentaires, une hypothèse rejetée par Washington. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a entamé l'année 2022 par une tournée africaine, respectant ainsi une tradition selon laquelle le plus haut diplomate du pays effectue son premier voyage de l'année en Afrique.
Le séjour de l'ambassadrice des États-Unis sera immédiatement suivi d'une nouvelle tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'incertitude plane toujours à l'issue des élections législatives qui viennent de se dérouler au Sénégal, alors que les camps du pouvoir et de l'opposition revendiquent chacun la victoire au scrutin de dimanche qui vise à renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale, jusque-là largement contrôlés par la coalition présidentielle. L'opposition sénégalaise a demandé mercredi soir à Dakar la suspension de la publication des résultats des élections législatives prévues jeudi après-midi pour examiner ces plaintes. Bourrage d'urnes, procès-verbaux préfabriqués et sans signature. Au Sénégal, l'opposition continue à crier au scandale. Comme le camp présidentiel, elle revendique la victoire et demande la suspension de la publication des résultats des législatives de dimanche dernier et l'examen de ces plaintes. Nous demandons au président de la Commission nationale de recensement des votes de suspendre la publication des résultats prévus ce jeudi pour permettre à l'intercoalition d'examiner les résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous pouvons même le faire en séance publique pour que le peuple sénégalais puisse constater avec nous les irrégularités qui sont inadmissibles. Il y a des procès-verbaux qui n'ont aucune signature, ni de l'administration, ni des représentants des coalitions, et il est inacceptable que ces procès-verbaux soient validés. Et Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir sénégalais, d'appuyer et de dénoncer une entreprise de fraude massive orchestrée par des hommes politiques avec la complicité de l'administration. Ousmane Sonko qui a adressé un message au président sénégalais. Nous n'accepterons pas cette tentative de confiscation du vote. J'en appelle au président Macky Sall, car à un moment donné, un homme doit savoir être grand. Selon la presse locale, les résultats des camps du pouvoir et de l'opposition sont très serrés autour de ce scrutin destiné à renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale, une assemblée largement contrôlée par la coalition présidentielle. En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a déclaré ce jeudi regretter profondément la décision du gouvernement congolais d'enjoindre son porte-parole Mathias Guilmon à quitter le pays. Dans une note signée par le ministère des Affaires étrangères et rendue publique la veille, la RDC avait demandé à Mathias Guilmon de quitter le territoire congolais en raison de ces déclarations jugées indélicates et inopportunes. La MONUSCO s'est engagée jeudi dans un communiqué à contrôler de travailler aux côtés de la population et des autorités congolaises pour mettre en œuvre le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité de l'ONU. Après plusieurs jours de crise et de nombreux morts, les autorités congolaises ont décidé de durcir le ton en exigeant le départ du porte-parole de la MONUSCO dans les plus brefs délais. Il lui est notamment reproché d'avoir tenu des propos qui auraient contribué à aggraver les tensions. Dans un communiqué, la mission des Nations Unies en RDC a dit regretter profondément cette décision et a pris note de la demande formulée par Kinshasa. Jusqu'ici, le président Félix Tshisekedi semblait s'en tenir au plan de retrait progressif et échelonné des casques bleus à l'horizon 2024. Mais un cap a été franchi ces derniers jours avec les manifestations anti-MONUSCO. Depuis le 25 juillet, des manifestants en colère ont saccagé et pillé des installations de la mission de l'ONU qui est présente en RDC depuis 1999. 4 casques bleus et 32 manifestants ont été tués en une semaine de manifestations dans au moins 4 villes de l'Est du pays, selon un bilan officiel. La MONUSCO est une des plus importantes missions onusiennes déployées dans le monde avec environ 14 000 militaires et un budget de plus d'1 milliard de dollars par an. Mais depuis quelques années, une partie de la population appelle au départ des casques bleus, leur reprochant leur inefficacité face aux groupes armés. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda accuse les autorités tunisiennes d'intimidation après l'ouverture d'une nouvelle enquête à l'encontre de leur dirigeant Rached Ghannouchi. D'après Ennahda, leur chef est soupçonné d'avoir qualifié les forces de sécurité de Tagout lors d'une éloge funèbre filmée en février dernier. Ce thème polémique peut être traduit par des tyrans. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda accuse les autorités tunisiennes d'intimidation après l'ouverture d'une nouvelle enquête à l'encontre de leur dirigeant Rached Ghannouchi.
D'après Ennahda, leur chef est soupçonné d'avoir qualifié les forces de sécurité de Tarout lors d'un éloge funéraire filmé en février dernier. Ce terme polémique peut être traduit par tyran. D'après le parti d'opposition, Rached Ghannouchi est harcelé par la justice depuis la suspension du Parlement dont il était le président l'année dernière par le chef d'État Kais Saied. Ennahda rejette vigoureusement la politique menée par Kais Saied, la décrivant comme un coup d'État. Il s'est opposé au référendum pour la nouvelle constitution, appelant même à son boycott et jugeant ensuite les résultats illégitimes. Le mois dernier, quelques jours avant la tenue du référendum, Ghannouchi a été interrogé par le pôle antiterroriste, soupçonné de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le ministère de l'Intérieur tunisien n'a pour l'instant pas réagi à ces propos. Et en Italie, le navire de MSF peut finalement débarquer dans le pays avec plus de 600 migrants à bord. À son bord se trouvent 659 rescapés d'opérations de sauvetage dans la Méditerranée, dont près de 150 mineurs. Ce genre de blocage ne doit plus se reproduire, avertit Médecins sans frontières. Un collectif d'ONG qui mène des opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée appelle l'UE à l'action. L'Union doit les aider à faire face à l'augmentation du nombre de personnes qui tentent la périlleuse traversée. Au cours des dernières semaines, SOS Méditerranée, Médecins sans frontières et Sea-Watch ont sauvé des milliers de personnes de bateaux surpeuplés et en mauvais état. En l'espace de 5 jours, 2 navires de recherche et de sauvetage, le Geo Barents, exploité par Médecins sans frontières, et l'Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec la Croix-Rouge, ont secouru 16 bateaux en détresse. Le Geo Barents transporte toujours près de 600 personnes, dont plus de 150 mineurs. Aucun port de destination ne leur a été attribué, malgré les nombreuses demandes adressées à l'Italie et à Malte. Les membres des ONG mettent en garde contre les risques liés à l'augmentation du nombre de traversées. Ils appellent les États membres à fournir une flotte de recherche et de sauvetage adéquate, dédiée et proactive, afin de créer un mécanisme européen en Méditerranée pour sauver des vies. C'est aussi des moments très importants de prise de conscience collective pour se rendre compte que ce mécanisme il est essentiel pour sauver des vies. Il est essentiel pour permettre d'avoir en réalité des situations de sauvetage qui sont dûment coordonnées et dûment organisées et pas laissées en effet ni à la société civile, ni des fois à des navires commerciaux de pêche qui effectuent également des sauvetages en mer comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc je pense absolument que ces moments forts où l'Europe dans son entièreté et l'entièreté des citoyens européens prennent conscience aussi de la gravité de la situation en Méditerranée centrale, c'est un moment clé aussi pour interpeller l'ensemble des États et appeler encore une fois à ce mécanisme coordonné de sauvetage en mer. Depuis que l'UE a mis fin aux opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée, ces initiatives sont laissées à la discrétion des États. Mais les ONG affirment que nombre d'entre eux ignorent les appels de détresse, voire collaborent avec les autorités libyennes pour envoyer les demandeurs d'asile. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus meurtrière au monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Près de 20 000 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant la traversée depuis 2014. Annelise Borges in Paris for Euronews. La Chine a commencé des exercices militaires autour de Taïwan et tire de multiples missiles balistiques en réaction à la visite de Nancy Pelosi. Les exercices auront parfois lieu à seulement 20 km des côtes taïwanaises et dureront jusqu'au dimanche midi. La visite sur l'île de la Speaker de la Chambre des représentants américaine est considérée comme une provocation par Pékin. Des touristes chinois ont assisté au début des manœuvres militaires de la Chine dans le détroit de Taïwan. De multiples tirs de missiles balistiques ont eu lieu dans les eaux entourant l'île. Taïwan a condamné des actions irrationnelles qui minent la paix régionale. Ces manœuvres de l'armée chinoise sont d'une ampleur inédite. Elles répondent à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. Réunie à Phnom Penh, l'ASEAN, l'association des nations du Sud-Est asiatique, a fait part de sa préoccupation. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a évoqué le sujet avec son homologue américain Antony Blinken. Il a dénoncé les manœuvres agressives de la Chine et appelé l'ASEAN à réagir.
Ce partenariat est important pour les événements dans la région Indo-Pacifique. Face à la situation dans cette zone, notamment concernant la Chine, il y a des nouvelles et nous devons l'évoquer, a-t-il dit. Lors de sa visite à Taïwan, la chef des députés américains a martelé que les États-Unis n'abandonneraient pas l'île qui vit sous la menace d'une invasion chinoise. Après Taipei, Nancy Pelosi a poursuivi sa tournée asiatique par une étape en Corée du Sud. À Séoul, elle s'est abstenue de tout commentaire sur le sujet. En Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé le dernier rapport d'Amnesty International qui accuse Moscou et Kiev de mettre en danger la vie de plusieurs civils. Il a également fait part de son intention de nouer des liens avec les États africains pour contrer l'influence russe grandissante sur le continent. Dans un rapport publié ce jeudi après une enquête de 4 mois, Amnesty International accuse Moscou et Kiev de mettre en danger la vie des civils. L'ONG reproche notamment à l'armée ukrainienne d'établir des bases militaires dans des écoles, des hôpitaux et de lancer des attaques depuis des zones peuplées. Une tactique qui viole, selon elle, le droit humanitaire international. Des accusations qui ont déclenché le courroux de Volodymyr Zelensky. Il n'y a aucune condition, même hypothétique, dans laquelle toute frappe russe sur l'Ukraine devient justifiée, a-t-il déclaré. En publiant de tels rapports manipulateurs, vous partagez la responsabilité de la mort de personnes. Le président ukrainien a également fait part de son intention de nouer des liens avec les États africains pour contrer l'influence russe grandissante sur le continent. Le mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'était rendu en Égypte, au Congo, en Ouganda et en Éthiopie dans une opération séduction. Volodymyr Zelensky a aussi exhorté Bruxelles à accélérer le versement à l'État des fonds qui lui permettent de fonctionner, un processus qui, selon lui, est embourbé dans la bureaucratie. Ainsi donc se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Bon après-midi à vous et portez-vous bien.